Voilà, bonjour à tous et à toutes. Donc, nous poursuivons notre cycle de formation des adhérents qui aujourd'hui va même être ouvert à des personnes non adhérentes par une formation qui concerne l'échelon départemental en vue des élections du mois de juin. Donc, je vais donner la parole. Nous accueillons aujourd'hui Jean-Marie Darmian que Dominique va nous présenter. À toi, Dominique. Merci, Aline. Une présentation briève parce que ça serait trop long de présenter Jean-Marie Darmian, tout son CV. Donc, bonjour Jean-Marie et bonjour à toutes et à tous. Donc, l'idée de la visio, elle est venue effectivement d'une demande de formation de candidats de Nouvelle-Donne-Gironde au départemental. Et ça tombe bien puisqu'il existe dans le département une association dont l'objet principal est l'éducation populaire citoyenne. Donc, association qui s'appelle Gironde Citoyenne. Alors, je précise juste une chose, c'est que Gironde Citoyenne se veut indépendante et n'est affiliée à aucun parti politique. Son président fondateur, Monsieur Jean-Marie Darmian, si présent, est par ses mandats électifs et sa vie militante, un fin connaisseur des collectivités territoriales et en particulier donc du conseil départemental dont il va être question aujourd'hui. Donc, il a donc accepté d'animer cette formation et je l'en remercie, on l'en remercie. Alors, le déroulement, la visio se déroulera en deux parties. Dans la première, Jean-Marie exposera les compétences et l'organisation du conseil départemental, puis fera un zoom, c'est ce qu'il a demandé, sur les problématiques d'avenir du département. Le tout, normalement, en une demi-heure. Ça durera une demi-heure. Hein, une grosse demi-heure? Oui, oui, une demi-heure. Mais il faut me donner le calibre. Après, je me plie à toutes les... Oh. Je ne veux pas... La seconde partie sera consacrée aux questions-réponses, donc là, en gros, une heure. Jean-Marie, donc au départ, il ne devait y avoir que des gens de Nouvelle-Donne. Il y aura quelques candidats citoyens proches de Nouvelle-Donne. Alors, je ne les connais pas, donc je ne sais pas qui sont. Mais en tout cas, ils sont proches de Nouvelle-Donne, qui seront présents voilà, pour apprendre comme nous. Bon, mais je vais te passer la parole en citant, je lis tes blogs, ton billet du jour. Le titre, les départements victimes de la méconnaissance de leur rôle. Donc, je crois qu'on est en plein dedans. Donc, à toi. J'ai écrit ça hier soir en pensant à vous, parce que vous êtes les seuls qui, je le dis bien actuellement, les seuls qui aient manifesté avant des élections l'intérêt pour la collectivité locale à laquelle vous êtes candidat ou dans laquelle vous vivez. Dominique a expliqué que l'on avait créé Gironde Citoyenne pour ce genre de situation et ce genre d'aide que l'on peut apporter, s'apporter mutuellement. Hein. Moi, je ne suis plus adhérent d'un parti politique depuis 5 ans maintenant, même plus, 6 ans maintenant. J'en suis parti du Parti socialiste lorsqu'il y a eu le problème de la déchéance de la nationalité, puisque je suis fils d'immigrés italiens et que je ne souffre pas que l'on puisse, que Valls et Hollande, mais enfin, l'histoire en reprouvera que c'est Valls qui avait instillé cette idée, que l'on puisse aller jusqu'au bout de l'ignominie en pensant qu'on peut faire des citoyens à deux vitesses. Mais ça, c'était comme mon avis personnel. À cette époque-là, j'ai été un peu secoué au PS parce qu'on m'a demandé de partir, d'abandonner mes mandats, etc. Mais c'est la tradition locale qui veut qu'il ne faut pas être différent de la ligne qui est impulsée au niveau d'un parti qui est moribond en Gironde. Donc, vous avez demandé l'ensemble du département. Ce que je vous propose, c'est de vous faire... alors, je vais faire... alors, d'abord, je voudrais rajouter quelque chose. Je suis non pas un militant politique au sens noble, je suis un instituteur de la pédagogie freinée qui a passé toute sa vie à prôner un certain nombre de principes pédagogiques de vie et j'ai appliqué ces principes de la pédagogie de vie. Je les décris dans un livre puisque Créon, dont j'ai été maire pendant 20 ans, a été une ville entièrement autogérée, c'est-à-dire dans laquelle les habitants possèdent encore, même actuellement, voilà, c'est mon livre sur le partage du pouvoir local. Si vous voulez des références sur la gestion, je pense honnêtement que c'est un livre que j'ai écrit, mûri pendant longtemps, qui reprend à la fois l'historique des communes, mais c'est le partage du pouvoir local au niveau communal. On en parlera tout à l'heure. Au niveau départemental, c'est pas tout à fait la même donne. C'est le cas de dire. Donc d'abord, pour partir dans la formation, vous dire une chose.
Depuis des années, circule un certain nombre de bruits qui voudraient que le département soit la victime expiatoire du fameux millefeuille des collectivités territoriales. En ce sens que vous avez entendu des déclarations d'Europe Écologie Les Verts, en particulier de Noël Mamère, supprimant le département, de Alain Juppé supprimant le département, de Fillon supprimant le département, de François Hollande et du célèbre Valigny supprimant le département, métropolisant la vie des collectivités, c'est-à-dire comme dans le Rhône, on fusionne la métropole et le département sans tenir compte de la diversité des situations départementales. Et donc, c'est toujours dans l'air. J'ai écrit hier soir que je pensais qu'en 2026 ou 2027, il y a bien un président ou un premier ministre qui sera parvenu à supprimer le département parce que c'est une collectivité qui agace et qui pose beaucoup de problèmes à l'État en général. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Et samedi matin, si ça vous intéresse, je fais mon compte rendu de mandat que je ferai en 2 temps. D'abord, la gestion départementale et la gestion locale. C'est-à-dire, quand on est candidat aux élections départementales, il faut savoir que très rapidement, on a 2 rôles. On a un rôle qui est le rôle de territoire sur lequel on est élu, et je dis bien, autrefois c'était le canton, mais là maintenant c'est un territoire totalement différent, qui peut être en Gironde, qui va de 64 communes pour un conseiller de l'entre-deux-mer à une commune pour ceux qui sont dans la métropole. Mérignac, par exemple, il y a des élus de Mérignac, ou Pessac, il y a des élus de Pessac à part entière, ou de Bordeaux, n'en parlons pas. Et donc, cette diversité fait que la manière dont on conçoit le département est totalement différente. Donc, on est bien, quand on est élu, on devient conseiller départemental. On n'est pas élu comme le maire d'une entité, d'une collectivité territoriale particulière. On est un parmi un groupe, c'est-à-dire en Gironde, 66 conseillers départementaux. Mais à tout moment, il faut avoir à l'esprit que l'on ne gère pas son canton, alors qu'on gère sa commune, mais on gère une entité départementale qui va en Gironde du Blayais, des zones de pauvreté extrême, jusqu'aux zones extrêmement développées que sont le bassin d'Arcachon ou la métropole bordelaise. Donc, on devient gérant de cette entité. La complexité de la gestion départementale, c'est que son territoire fixé par la Révolution sur la base d'une journée à cheval pour aller de son domicile à la ville-centre, enfin, ce qu'on appelait le chef-lieu du département, cette entité-là ne correspond plus quand même à des territoires homogènes. Il y a très peu de départements qui ont un territoire homogène. Alors peut-être encore des départements comme la Lozère, la Creuse, et encore Guéret a une importance particulière par rapport au reste du département. Donc la complexité de ce territoire fait que toute mesure, quelle qu'elle soit, ne peut pas avoir un caractère universel d'application. Elle doit être partout sur le plan politique, elle doit être négociée, adaptée, etc. Mais on verra tout à l'heure que c'est extrêmement difficile parce qu'il y a des compétences qu'on ne peut pas changer ou modifier. Et donc, quand on est au département, on vote des budgets départementaux, on a des actions départementales qu'après, il faut impulser sur son territoire avec les maires, avec les communes en particulier, puisque le couple département-commune est toujours le couple le plus actif des partenariats intercollectivités. Ce n'est pas métropole-commune où on sait qu'à terme, c'est pratiquement sûr aussi, la prochaine élection des métropoles s'effectuera au suffrage universel et dont les communes deviendront des arrondissements à l'intérieur de la métropole. Mais ça, on peut en parler plus précisément parce que c'est toujours dans l'air, le projet est toujours présent et beaucoup vont réclamer l'élection au suffrage universel. Le département, lui, il est autonome. Il n'est pas comme une commune dans une intercommunalité, comme une ville dans une métropole. Le département, il a son entité, il n'est pas redevable à l'égard de la région. Ce n'est pas un élément de la région, c'est un partenaire de la région, mais ce n'est pas quelque chose que la région peut mettre
au titre de ses compétences. Et la loi 5D qui va arriver, décentralisation, déconcentration, décomplexification, et je ne sais plus quoi, le 4e D ou le 5e D, va clarifier encore plus les compétences département-région et va vraiment mettre des barrières de telle manière qu'il n'y ait pas d'interférence entre les deux, ce qui est contradictoire avec la vision de certains qui voudraient un conseiller territorial. Donc, première chose, le département est une collectivité territoriale de plein exercice telle que le prévoit la Constitution. C'est très important de le savoir. C'est une collectivité territoriale. Il n'y a que 3 collectivités territoriales de plein exercice en France, et les citoyens l'oublient toujours, les partis politiques aussi, c'est la commune, le département et la région. Les autres, dans la loi française et dans l'esprit de la loi et de la Constitution, ne sont que des outils au service de ces 3 collectivités territoriales. Pour être clair, dans l'histoire, dans le livre, je l'explique aussi autant que je peux, les syndicats intercommunaux, c'est des communes qui créent un syndicat pour une compétence définie. Les communautés de communes, c'est exactement pareil. Les communes délèguent les compétences qu'elles veulent à l'intercommunalité, et même si elles ne veulent pas d'ailleurs, puisque c'est la majorité, on leur pique leurs compétences. Et si je prends les autres échelons, le syndicat des déchets ménagers est au 3e niveau. Enfin bon, on a fait un millefeuille à partir de ces 3 collectivités locales. Et le vrai millefeuille, il est à partir du niveau communal. Il n'est pas au niveau départemental. Le département n'est impliqué dans aucune structure supra-départementale. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. La région n'est pas impliquée dans des c'est que le millefeuille, il est entre la commune et le département, mais il n'est pas dans le processus du département. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir défendre, parce qu'évidemment, la vision du gouvernement actuel est simple, c'est Europe, région, intercommunalité. D'accord ? La Constitution et le droit français a prévu 8 communes, départements, régions. Et eux, ils veulent faire un truc descendant, Europe, région. C'est pour ça que Hollande avait agrandi les régions à l'époque pour que ça corresponde à des entités européennes que l'Europe pouvait reconnaître. Et après, intercommunalité, d'ailleurs, c'est le couple actuel qui se forme. Vous le voyez dans la gestion locale, c'est le couple région-intercommunalité. Donc, dans ce contexte-là, le département a toute son existence et a toute son autonomie. Sauf que la réforme des collectivités l'a privé, dans la répartition de la loi NOTRe, l'a privé de sa compétence générale. Il y avait 2 collectivités qui avaient une compétence générale historique, qui était le couple commune-département. Maintenant, les communes ont toujours gardé leur compétence générale, sauf si elles la délèguent, mais elles sont obligées de la déléguer, et les départements lui restreignent ses compétences telles qu'elles sont. Donc, bien comprendre ce rôle-là, c'est-à-dire un conseiller départemental ne peut pas dire « je vais au département pour défendre, défendre Créon, ou défendre Audange, ou défendre je ne sais pas quelle ville, Valence, ou je ne sais pas quoi, peu importe, c'est pas ça. Il y va uniquement pour gérer les affaires départementales. Moi, je suis vice-président aux finances et au Fonds européen. Alors, je suis encore plus que les autres obligé de tenir compte de la globalité. C'est-à-dire, si j'étais pas vice-président, mettons, à la culture, je pourrais, à la limite, favoriser des initiatives sur mon canton. Mais là, moi, je n'ai aucune possibilité de valoriser ce genre de choses. Donc, quand vous parlez du département, il faut savoir quelles sont les limites de ses compétences. Le département a 2 sortes de politiques, les politiques obligatoires et ce qu'on appelle les politiques optionnelles. Les politiques obligatoires, que vous soyez dans les Côtes d'Armor, la Drôme, la Gironde, la Creuse, la Haute-Vienne, c'est les mêmes pour tout le monde. Les politiques optionnelles, elles varient d'un département à l'autre, mais elles sont encadrées par la loi. C'est-à-dire, par exemple, je prends un exemple, il y a eu le gel dans les cultures en Gironde. Le département, avant, pouvait aider les viticulteurs parce qu'il avait la compétence économie. Comme il n'a plus la compétence économie, il n'y a que la région qui peut intervenir.
Et si on donnait une subvention à un viticulteur qui a été gelé, le payeur ne la paierait pas, ne la mandaterait pas parce que ce n'est pas dans les compétences du département. Alors, il y a des astuces qui ont été trouvées. La région a signé des conventions avec les départements pour leur permettre d'intervenir sur certains points de l'agriculture, mais autrefois, le département, avant la dernière loi, la loi MAPTAM et la loi rectificative de la loi NOTRe, on avait la possibilité d'intervenir pour les boulangers. Non, tout ça, c'est terminé. Et on a su créer la proximité des départements avec le milieu économique. On voit les dégâts que ça fait actuellement. Dans la mesure où la région, c'est les grandes filières, l'aéronautique, l'ostréiculture, la viticulture, le tourisme de masse, voilà. Mais ce n'est pas la toute petite entreprise, la TPE ou la PME. Si, le cinquième, voilà, quelqu'un dit sur le cadet, je n'ai pas trouvé le cinquième. Si, il existe le cinquième, mais il va être rajouté à la loi actuelle. C'est-à-dire, c'est la loi 4D, mais on parle d'un cinquième mot dont j'ai oublié. Alors, je sais qu'il y a déconcentration, décentralisation, décomplexification, et elle en a rajouté un gros, et elle a dit qu'elle en a rajouté un cinquième. Enfin, bon, ça, c'est... Cette loi, elle va passer rapidement, d'ailleurs. Dès que le Covid est passé, dès que les élections sont passées, elle va vite faire passer sa loi avant le 31 décembre, avant les élections présidentielles. Différenciation, voilà, c'est exact. Il y a quelqu'un qui suit. Moi, je n'ai pas la mémoire, je suis vieux. Merci à Cyril Mouquet. Donc, quelles sont les compétences obligatoires d'un département? C'est-à-dire celles qu'il est obligé d'assumer. Et qu'il est obligé d'assumer dans le cadre non pas de son libre choix, mais dans le cadre de lois ou de directives nationales qui lui sont données. C'est-à-dire, c'est des compétences obligatoires dont il ne peut pas se dégager et sur lesquelles il ne peut pas agir. Vous allez voir les conséquences que ça a avec la réforme de la fiscalité. Donc, dans un premier temps, ces compétences obligatoires, c'est tout le volet social. Ce que l'on appelle globalement dans le département la solidarité humaine. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a dans la solidarité humaine? Il y a le gros... alors, pour vous donner un exemple, en Gironde, le budget est de 1,6 milliard. La solidarité humaine, c'est 1 milliard. Donc, quand vous commencez à faire le budget d'un département, vous amputez déjà votre budget de 1 milliard d'euros de contribution obligatoire à la solidarité humaine. D'accord? Ça, c'est très important à comprendre parce que peu à peu, le gouvernement est en train de restreindre les libertés des départements en leur imposant un nombre de dépenses qui sont des dépenses obligatoires pour lesquelles ils ne lui donnent pas les moyens de les exercer. D'ailleurs. On en reparlera à la fin quand on parlera des finances. Donc, le premier point, c'est volet social. Qu'est-ce qu'il y a dans le volet social? Les allocations individuelles de solidarité qui sont décidées par le Parlement et qui sont payées par les départements. Vous les connaissez peut-être, ces trois. C'est le RSA, la PCH. Alors, RSA, j'en parle pas, tout le monde sait ce que c'est. La PCH, c'est la prestation de compensation du handicap, qui est payée par les départements. Et la troisième, c'est la fameuse APA, l'aide personnelle à l'autonomie pour les personnes âgées, qui a deux volets, un volet d'aide à domicile, un volet d'établissement. D'accord? Ces trois, c'est un droit ouvert. D'accord? Ce droit ouvert, il est fixé, le RSA, le montant est fixé. Le département n'est que le bailleur de fonds du RSA, c'est-à-dire il n'a pas de possibilité de régulation sur le niveau du RSA et sur les personnes auxquelles il est attribué, puisque ça, c'est l'aberration du système. Le département reçoit une facture chaque mois, celle de la Gironde est environ actuellement de 21 millions d'euros par mois, ce qui est un chiffre considérable, et ce qui fait que, si je vous donne un repère, la Gironde paie plus de RSA que de masse salariale. C'est-à-dire, elle paie actuellement 241 millions d'euros de RSA
et elle a une masse salariale à 225 millions d'euros. Mais ces 241 millions d'euros, ils sont obligatoires. C'est-à-dire, le département ne peut pas dire « je ne paie pas le RSA ». Pourquoi il ne peut pas dire ça? Parce que c'est la CAF qui le verse, c'est la CAF qui l'attribue, et c'est le département qui paye. Système dont on comprendra la logique peut-être un jour, ce qui fait que il y a une vague actuelle de présidents de département, donc Stéphane Klein, que je voyais souvent, qui était le président de la Meurthe-et-Moselle, je crois, qui est devenu maire de Nancy, je crois, qui a abandonné la présidence du département, qui était pour la renationalisation du RSA. Sauf que ça aurait des conséquences très graves, puisque le volet obligatoire qui accompagne le RSA, et c'est une obligation de dépense du département, c'est l'insertion. C'est-à-dire la remise au travail des gens du RSA avec une belle expérience en Gironde que je vous conseille de suivre, qui s'appelle D2C Transfert, qui nous permet de remettre des gens au RSA avec le milieu économique. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, je n'aurai pas le temps, mais c'est vraiment une belle, quelque chose qui fonctionne très bien. Dans le RSA, je vous ai dit obligatoire. Deuxième volet, la PCH, la prestation de compensation du handicap. C'est-à-dire une personne reconnue handicapée, si elle est reconnue à un certain niveau handicapé, elle a l'AH payée par la CAF, et elle peut avoir une prestation de compensation du handicap selon son niveau et selon son degré d'autonomie, payée par le département. Cette PCH, dans un monde moderne qu'on présente comme étant préservateur de l'humain, augmente de 9% par an. C'est-à-dire le nombre de personnes handicapées, le nombre de personnes qui relèvent d'une aide individualisée pour continuer à vivre à peu près dignement dans des conditions. Alors, ça va jusqu'aux enfants. Je vous donne un chiffre en Gironde. Vous avez actuellement 200 enfants qui sont reconnus handicapés, mais qui n'ont pas de place dans des établissements de l'État. C'est-à-dire qu'on est incapable les familles sont obligées de les garder quelquefois 10 ans, 8 ans, 5 ans, parce qu'il n'y a pas de place et il n'y a pas d'établissement d'État pour les prendre. Donc, c'est le département qui compense en payant tous les frais de ce côté-là. Il y a à peu près 1 millier de personnes handicapées qui n'ont pas de possibilité d'entrer dans un établissement spécialisé en Gironde. Donc, cette PCH, elle est attribuée par un organisme qui prend de plus en plus d'importance à la vie, qui s'appelle la Maison départementale des personnes handicapées, MDPH. C'est une gestion très lourde, c'est 40 000 dossiers par an qui vont de la carte de stationnement au handicap très lourd, mais c'est une compétence obligatoire gérée par l'État à 50%. Sauf que depuis l'origine des conventions, l'État a retiré tous ses moyens des MDPH et il n'y a plus de personnel de l'État. C'est entièrement désormais à la charge du département avec une allocation de la CNSA. Le troisième volet, c'est l'APA, dont on entend beaucoup parler parce que c'est le fameux risque dépendance, dont on ne sait pas encore comment la crise Covid a bloqué tout. On ne sait pas encore comment ça sera géré, comment ça sera financé, ce risque de dépendance. Est-ce que ça sera géré par la sécurité sociale? Est-ce que ça sera toujours à la charge des départements via une subvention annuelle de la CNSA? On ne sait pas trop. On n'a pas, le projet devait sortir, ça s'appelle le projet Grand Âge pour la dépendance, mais il n'est pas sorti. Michel Delaunay avait fait un gros travail là-dessus, puis la rupture a fait que ça n'a pas été repris. Dans cette APA, elle a deux volets. Elle a un volet à domicile. Donc, le département gère tous les services d'aide à domicile, les subventionne, les aide, les agrée, les met en place, c'est très compliqué. Et le deuxième volet, c'est une personne qui va dans un EHPAD, qui a droit à l'APA établissement, qui diminue le prix de l'établissement, et qui est accordé aux familles avec un problème, c'est que cette APA n'est pas récupérable sur la fortune des personnes. C'est-à-dire, si demain vous allez à l'APA, vous rentrez à l'APA, moi j'ai 74 ans, je pourrais prétendre à l'APA, je ne suis pas handicapé, heureusement, je touche du bois,
si j'étais handicapé, ben, j'ai droit à la part et ce n'est pas récupérable. Contrairement à l'aide sociale dans les EHPAD, qui, elle, est récupérable sur les héritages. Ça, c'est un petit détail. Donc, vous voyez, ce gros paquet-là représente grosso modo, en Gironde, sur le milliard, ça représente en gros 450 millions d'euros. D'accord. C'est un volume assez fort, assez costaud, sur lequel la liberté de gestion n'existe pas. On verra tout à l'heure que ça va devenir problématique sur le mandat actuel avec la réforme de la fiscalité, qui n'a pas été assez combattue par les partis de gauche, qui se sont laissés embobiner dans l'histoire des compensations, puisque la Gironde perd 10 millions cette année déjà de compensation. Mais ça, c'est un autre phénomène et ça mériterait un autre débat sur la fiscalité locale et qui est entièrement repensé. Deuxième compétence obligatoire, l'enfance, avec 3 volets sur l'enfance. Alors, quand je dis, allez, je vais dire l'enfance-jeunesse, hein, parce qu'à partir du moment où on quitte un enfant, on devient adolescent, mais ça ne change pas la réalité. J'allais dire les 0-18 ans. Qu'est-ce qui est obligatoire pour le département? C'est toute la protection maternelle et infantile, ce qu'on appelle dans le langage la PMI, avec tous les gens qui interviennent, médecins, infirmières, sages-femmes, voilà, tout ce volet-là qui concerne la prénatalité et qui concerne le suivi après la naissance du gamin, qui concerne en Gironde les visites des enfants dans les écoles maternelles, puisqu'il n'y a plus de médecine scolaire, où il y en a une, mais elle n'existe plus, ou quasiment pas, et qui concerne ensuite tout le volet d'accompagnement de l'enfant, avec un volet qui aussi prend une importance considérable dans le budget et dans le rôle du département, c'est l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. L'ASE se distingue de ces 3 volets. Un volet qui est le placement par la justice d'enfants auprès du département. 4200 enfants sont actuellement en Gironde placés par la justice sous la tutelle du président du département. Un gros problème, un très très gros problème actuellement, très très gros, avec des choses terribles qui se passent. Lundi, en plénière, on a eu la venue de 3 enfants de l'ASE qui sont venus expliquer leur sort. C'était émouvant au possible et c'est vraiment, c'est ce qu'on appelait autrefois quand j'étais jeune, moi dans les écoles, j'en ai eu dans ma classe, on appelait ça la DAS, quoi, voilà. Et maintenant, c'est le département qui fait ça. Avec toutes les structures d'accueil de ces gens-là qui dépendent du département. Et le budget atteint, grosso modo, cette année, va atteindre 150 millions d'euros. Alors, placement de justice, placement social qui ne nécessite pas un placement de justice, mais un repère assistante sociale avec milieu éducatif, etc. Et aussi quelque chose, c'est délocalisation dans 2 sortes d'établissements. Un qui s'appelle les familles d'accueil. En Gironde, il y en manque à peu près 250 personnes salariées. On en cherche à peu près entre 200 et 300. Voilà, il y a un gros effort à faire pour expliquer ce que c'est que le rôle d'une famille d'accueil. Pas facile d'ailleurs comme rôle, hein, très difficile. C'est pour ça que les gens renoncent assez vite. Et la deuxième chose, c'est les établissements spécialisés qu'on appelle les MEX. Ces MEX sont en général gérés par des grandes associations nationales. Je parlais de la LEFPA, mais je pourrais aussi parler du Prado, je pourrais parler en Gironde de Don Bosco, je pourrais parler de Rénovation, en fait, tous ces établissements. C'est du social, d'accord? Aide sociale à l'enfance. Il ne faut pas confondre l'aide sociale à l'enfance et le médico-social dans lequel un enfant peut être orienté par l'éducation nationale. Et le 3e volet de l'aide sociale à l'enfance, dont on parle, qui est un enjeu électoral fort et qui va revenir et qui fait les choux gras du Rassemblement national, moi je dis Front National parce que c'est la même chose, c'est les MNA, les mineurs non accompagnés. Alors, c'est un sujet polémique qui va arriver dans la campagne, puisque actuellement, tous les grands médias nationaux, je ne vais pas citer, les télé-perroquets là, qui répètent toujours les mêmes choses, parlent, eux, de mineurs isolés. Les mineurs isolés ne dépendent pas du département. Un mineur isolé, c'est un mineur qui n'a pas été reconnu mineur ou qui ne veut pas être reconnu mineur.
un MNA, un mineur non accompagné, c'est un mineur dont le statut a été reconnu, c'est quelqu'un dont la minorité a été acceptée et qui est tenu, le département est tenu de l'héberger, de le former, de lui donner une inclusion sociale. Alors, c'est très compliqué parce que la reconnaissance de la minorité dépend de l'État, mais tant que la reconnaissance de la minorité qui peut durer 3 mois, 4 mois, ben bon, l'État est incapable de faire face à ses responsabilités, ben ils sont placés dans des établissements et c'est le département qui paye. Donc l'État a beau jeu de dire, ben oui, faites pas assez d'efforts, voilà, mais c'est toujours l'éternel problème d'un État, moi que je qualifierais d'un peu voyou, qui joue avec, moi je ne vais pas m'attaquer moi-même, mais je vais jeter l'opprobre sur la collectivité qui n'arrive pas à faire face à la demande. Donc l'ASE, c'est vraiment aussi un gros problème actuel. L'APA a été un problème quand je suis arrivé au conseil départemental dans les années 2000, avec la mise en place par Jospin, mais au début ça fonctionnait bien. La PCH est un problème qui est en train d'augmenter. Le RSA, j'en parle pas, avec la crise économique actuelle, ça explose. Et l'ASE est une dépense obligatoire sur laquelle non seulement il y a des problèmes financiers, mais en plus il y a des problèmes d'éthique assez lourds à mettre en place que portait Emmanuelle Gironde. Malheureusement, j'ai une pensée pour elle parce qu'elle est décédée brutalement, mais elle avait réussi à mettre une vraie politique d'intégration reconnue au niveau national. Il n'empêche qu'on a fait la une de magazines divers et variés, à caméra cachée, dans des établissements où ce n'était pas parfait. Voilà. Donc, vous voyez, ce gros paquet d'aides sociales est complété également par l'aide sociale normale, c'est-à-dire l'aide aux familles avec enfants, qui passe par le FSL, le Fonds social du logement, le Fonds d'aide à l'énergie. Enfin, il y a tout un tas d'aides que le département est le seul à pouvoir fournir aux familles en difficulté. Tout ce paquet, alors complété par les hébergements en EHPAD, hébergements en structure du handicap, etc., fait un paquet de 1 milliard d'euros, c'est-à-dire dans tous les départements, entre 55 et 65% du budget qui est mangé, c'est pas péjoratif ce que je dis, qui est bloqué par des décisions de l'État sur tout l'ensemble de ces dispositifs. D'accord ? Si vous supprimez le département, que devient toute cette aide sociale ? Alors, le projet, on les reporte sur les métropoles, on les met dans les communautés de communes, sauf qu'actuellement, c'est des politiques globales, c'est des politiques égalitaires d'accès aux allocations. Si demain, vous le dites, la communauté de communes de Tartifume, en Corrèze, va faire l'aide sociale sur son territoire, qu'est-ce qu'elle sera par rapport à l'aide sociale de la ville-centre qui aura les moyens d'appliquer tout un tas le département est le garant de la péréquation et j'allais dire de l'unicité d'accès à cette aide sociale, quel que soit le lieu dans lequel on vit dans un département. D'accord ? Et ça, c'est oublié par les citoyens parce qu'ils bénéficient tous de ces. Il y a par exemple, cette aide sociale représente en Gironde 40 000 emplois temps plein, équivalent temps plein. D'accord ? Donc, ce n'est pas une aide sociale improductive. Quand vous ouvrez un EHPAD, ben, le département, par exemple, dans l'EHPAD de Créon, il paye à peu près 30 personnes. Tout le personnel hôtelier est payé par le département et par les personnes qui vivent, mais en grande partie par le département. Mais quand vous êtes dans l'ASE, ben, tous les gens qui travaillent autour des enfants placés, c'est le département qui paye. Quand vous êtes dans l'insertion, toutes les assos, tout ce qui gravite à l'insertion est payé par le département. Quand vous êtes dans la PCH, c'est pareil, c'est l'autonomie, tout ça, c'est le département. Donc, vous voyez bien que la structure départementale, son gros axe, c'est la solidarité humaine. Et c'est ce qui fait la différence entre la gauche et la droite. Des départements de droite ont cherché par tous les moyens, je dis bien par tous les moyens, même les moyens les plus illégaux,
de diminuer leur contribution à la solidarité humaine. De telle manière que, par exemple, ils affichent des gestions qui sont des gestions en disant ben, nous, on ne dépasse pas l'argent public. Ils ont fait des contrôles sur le RSA de façon. Il y en a qui ont obligé les gens à partir du RSA. Il y en a d'autres qui, sur l'APA, ont réduit le nombre d'heures de façon considérable. Il y en a d'autres qui, sur la PCH, ne l'accordent pas, sauf si le gars, il lui manque les deux jambes et les deux bras. Voilà. C'est là que va se jouer la différence entre une gestion de droite et une gestion de gauche sur la solidarité humaine. Deuxième grand volet de la compétence départementale, l'éducation. L'éducation, elle se limite au collège. Mais attention, elle se limite au collège dans ce sens que le département doit fournir à l'éducation nationale des établissements conformes à la pédagogie actuelle. Par exemple, je prends un exemple concret, hein, et on lui a fait construire, par exemple, je prends quelque chose qui va éclater, on a fait construire des SECPA dans les collèges. Or, le département, par l'intégration, est en train de supprimer les SECPA. Or, le département investit des millions d'euros dans des SECPA qui ferment les unes après les autres. Voilà. On est soumis à cette volonté de l'État. Un collège, par exemple, ici en Gironde, c'est une grosse bagarre. Nous, on a dit un collège ne doit pas dépasser 700 élèves. L'inspection académique dit on n'en a rien à faire, on nous dit 700 élèves. Ce qui compte, c'est que je veux qu'un principal par collège. Si vous faites 2 collèges, il faut 2 principaux. Donc, ça m'oblige à dépenser davantage d'argent, à faire des quotas d'heures, etc. Donc, c'est une bagarre permanente. Deuxième responsabilité des collèges, c'est donc l'énergie, l'eau, le personnel de restauration, la restauration, enfin, tout ce qui est prestation, j'allais dire, non pédagogique. Par contre, l'autre problème également sur les collèges, qui touche beaucoup de départements, c'est la responsabilité sur la carte scolaire et la répartition des collèges sur les territoires. Donc, la Gironde, qui est un département de 20 000 habitants de plus par an, eh bien là, elle doit investir dans les 3 ans à peu près 700 millions d'euros, j'allais dire, pour construire entre 13 et 17 collèges neufs, ce qui est le plus grand plan d'investissement de France au niveau des collèges. Et pour aller plus vite, pour tenir mon temps, je ne le vois pas, mon temps, combien j'ai fait là. Quelqu'un peut me dire, hein, Dominique? Il me reste combien là? Tu ne sais pas pour tenir mon temps. Non, mais là, tu as déjà explosé le compteur. C'est vrai? J'ai fait plus de demi-heure. Ah ouais, tu as plus d'une demi-heure. Bon, alors, je termine par vous dire. L'autre aspect, faut... c'est la solidarité territoriale. La solidarité territoriale, c'est l'aide aux communes. Il n'y a pas d'aide aux communes obligatoire. C'est des politiques volontaristes qui varient d'un département à l'autre. Mais normalement, par exemple, la Gironde continue à subventionner la construction d'écoles, mais elle le fait au titre de la solidarité territoriale, mais pas au titre de ses compétences. Parce qu'elle ne peut plus subventionner une construction d'écoles. Elle ne peut pas subventionner une voirie communale. Elle le fait qu'au titre de la solidarité territoriale. On ne va pas rentrer dans le détail, c'est assez compliqué. Et ensuite, sur la culture, elle ne garde qu'une compétence, enfin 2 compétences. La lecture est de la compétence du département depuis la Révolution française. C'est ce qu'on appelait les bibliothèques départementales. Et moi, à mon époque, ça s'appelait le bibliobus. Je ne sais pas si vous avez connu ça, qui passait dans toutes les communes. Et la deuxième, c'est les apprentissages culturels, c'est-à-dire la musique collective, les choses comme ça, mais pas les cours individuels. Ensuite, il y a l'environnement, mais l'environnement, je le mets un peu à part, parce que l'environnement est financé par la taxe d'aménagement, c'est-à-dire ce que tout le monde paye sur son permis de construire, et cette taxe d'aménagement, elle est affectée pour les espaces naturels sensibles, pour les lieux comme le domaine de Certes, voilà, c'est financé sur une taxe à part. Ça n'appartient pas, c'est-à-dire on ne peut pas utiliser cette taxe à autre chose que la défense de l'environnement et la promotion de l'environnement en général. On ne peut pas l'affecter à, je ne sais pas moi, à la construction d'une route, par exemple. Ça ne peut pas s'affecter à cette zone-là.
Dernier point, alors je passe sur les choses traditionnelles. Les routes départementales et les infras dépendent du département. Et vous savez que de plus en plus, on refile au département, on lui refile le bébé de routes nationales déclassées. Nous, on nous a refilé le pont Eiffel à Saint-André-de-Cubzac qui a coûté 4 millions d'euros de remise à l'État. L'État se désengage en disant ça serait bien que vous preniez ça, que vous preniez ça, que vous preniez ça. Et il pratique le système des compensations en année N. C'est-à-dire, il dit, voilà, cette année, on a dépensé 100 000, comme il ne dépense pas beaucoup d'argent, on vous donne 100 000, en sachant que l'année suivante, il faut en dépenser 300 ou 400 pour remettre en état la situation. Voilà, grosso modo, la manière dont est conçu le département, quel est son rôle dans la situation actuelle. La multiplicité de ces compétences du quotidien, c'est-à-dire ce que j'ai écrit ce matin, c'est-à-dire de 0 à 100 ans, mettons qu'on vit 100 ans, il n'y a pas un jour sans que le département soit présent dans la vie de chaque individu. Pour l'eau, par exemple, subvention pour l'assainissement, subvention pour le bus scolaire de ramassage, c'est plus le département, mais les routes, c'est le département. On est toujours sur quelque chose où on vit toujours du département. Sauf que c'est tellement diversifié que les gens ne s'aperçoivent même plus que c'est le département et ne vont pas voter politiquement sur un choix de politique départementale, mais vont voter sur une application nationale, voilà, comme ça, mais ils ne disent pas mon fils va au collège, voilà. Et je termine sur un point qui est dramatique, c'est que depuis le 1er janvier 2021, le département n'a plus de levier fiscal et plus de recettes propres. C'est dramatique, pourquoi ? Parce que vous voyez bien qu'il y a un tel volume de dépenses obligatoires que l'objectif de Bercy est d'amener les départements à réduire au minimum leurs dépenses sociales, pour pas que l'État apparaisse comme étant le vilain canard, c'est-à-dire il appartiendra à la prochaine équipe départementale, quelle qu'elle soit, et dans tous les départements, l'obligation faite, on vous donnera 100 de budget et vous aurez par exemple 80 de dépenses sociales. Si vous voulez faire vivre le reste, il faudra réduire ces 80. Et c'est ça l'arrière-pensée qui est très grave, c'est qu'on a supprimé le foncier bâti, qui était le seul accès qu'avait le département. Alors, je vous donne un chiffre qui est pour la Gironde, mais qui est valable pour tous les départements. Avant la réforme Sarkozy de la taxe professionnelle, les élus départementaux votaient en plénière 47% de leurs ressources. Leur libre choix, c'était 47% de leurs ressources. Au 1er janvier 2021, en Gironde, nous avons voté 2% de nos ressources. C'est-à-dire, nous sommes une caisse d'enregistrement social et nous sommes devenus un distributeur de dotations que donne l'État. Et le paradoxe politique que personne dénonce, c'est que la solidarité humaine s'appuie sur la consommation. Puisque les deux ressources qu'a le département actuel, et c'est ça qui est dramatique, il y a un discours qui dit qu'il faut ralentir la consommation, il faut faire des choix réels de société, et Bercy dit on n'en a rien à foutre, puisqu'on va vous affecter une recette désormais de fonctionnement pour payer l'APA, la PCH, le RSA, l'aide à l'enfance, qui est une fraction de la TVA. C'est un scandale politique. C'est-à-dire, dans la période où on dit à tout le monde qu'il faut trier, il faut économiser l'eau, il faut faire tout, l'État dit non, consommez beaucoup, parce que c'est le seul moyen qu'on a trouvé pour faire face aux dépenses d'aide sociale ou d'action sociale, fraction de TVA. Deuxième ressource du département, les mutations immobilières et la spéculation immobilière, puisque nous sommes tributaires de l'attribution de ce qu'on appelle les droits de mutation. C'est-à-dire, en Gironde, tous les jours, le vice-président aux finances que je suis surveille combien les notaires envoient de taxes au département. Si ces droits de mutation s'effondrent, en 2021, s'ils s'effondrent, le département ne pourra pas boucler son budget. Donc, 2 taxes à la consommation, une sur la spéculation immobilière et une sur la TVA.
Et dans le même temps, on réunit le Grenelle de l'environnement et on s'étonne que le gouvernement ne veuille pas mettre les mesures Non, il ne peut pas. Bercy dit, si vous mettez ces mesures comment dire, en fonctionnement, ces mesures-là, eh ben, elles vont empêcher de faire entrer les taxes, et si elles empêchent de faire entrer les taxes, tout le système de château de cartes s'effondre. Donc ce n'est qu'un problème financier. Tant qu'on n'aura pas résolu le problème financier du paradoxe français qui est de dire on refuse l'impôt, on préfère la taxe, parce que c'est ça. Si vous regardez un ménage moyen en France, paie actuellement 1820 €, le plus pauvre paie 1820 € de TVA par an. Vous allez est-ce que quand vous sortez du supermarché, vous regardez combien vous avez payé de TVA? C'est assez amusant de regarder ces tickets et de voir qu'on peut vous exonérer de la taxe d'habitation, connerie royale, connerie comment on dit, d'un mégalomane, là. Il faudra la payer un jour, c'est 244 milliards qu'il va falloir trouver d'ici 3 ans pour compenser. Personne ne sait comment on va les trouver, mais pour l'instant, via crédit, par des emprunts. C'est facile. Donc, quelqu'un posait la question sur l'Europe. Effectivement, il y a eu un grand débat jusqu'à ces jours derniers où le département est attributaire du Fonds social européen. Mais attention, cet argent ne fait que traverser le département. C'est-à-dire, il arrive dans la case département et il est renvoyé vers des associations, des structures qui travaillent sur l'insertion, sur tout le volet social, etc. Mais le département ne peut pas garder d'argent pour son compte, ou très peu, si ce n'est pour payer les fonctionnaires qui gèrent ces crédits. Voilà, grosso modo. Et les politiques optionnelles, on me pose la question, je vous l'ai dit, l'aide aux communes, c'est une politique optionnelle, pas obligatoire. Les clubs sportifs, l'aide au sport, l'aide à la culture, aux manifestations culturelles n'est pas une politique obligatoire. Vous pouvez la supprimer du jour au lendemain, il y a des départements qui l'ont supprimée. Les bourses aux collégiens, je ne sais pas, il y a 1000 politiques qui sont optionnelles, mais qui se contractent de plus en plus, puisque c'est le volet social obligatoire qui prend la place là-dessus. De nouvelles taxes à repenser à venir, oui. L'absurdité, c'est que vous retrouvez dans vos communes ou dans votre lieu de vie avec une aberration qui apparaît désormais dans le vote des budgets, si vous êtes élu local, c'est que la seule taxe que vous pouvez modifier dans une commune, c'est le foncier bâti. Et donc, dans la commune A, je fais beaucoup de conférences là-dessus, de formation. Dans la commune où vous êtes, il y a désormais 2 catégories de citoyens. Ceux qui contribuent à la vie collective, les propriétaires, et ceux qui ne contribuent plus à zéro à la vie collective, le locataire. Donc, ça, c'est une fracture citoyenne qui est une bombe à retardement des 2 prochaines années, puisque 2 personnes côte à côte qui ont 2 enfants, qui ont la même maison, qui habitent le même village, celui qui est propriétaire continuera par son foncier bâti là, je travaille sur le budget de la commune de Coutras, je regardais ça, le foncier bâti dans certaines communes va continuer à augmenter, c'est sûr, je vois Coutras les augmente de 4% sur le foncier bâti, mais par contre, tous les locataires ne sont plus concernés par la vie communale et encore plus la vie départementale, puisqu'à la vie départementale, que je sois locataire, que je sois propriétaire, depuis le 1er janvier 2021, directement, je ne suis plus concerné par la vie du département. C'est-à-dire, je ne dois rien au département. Il me doit des services que moi, je ne paie plus. Je le paie par l'intermédiaire des taxes, pas par l'intermédiaire d'un impôt direct qui faisait que j'avais un lien citoyen élu sur la fiscalité qui n'existe pas. Voilà, grosso modo, ce que je peux vous dire. Si ça vous va, pas, je peux essayer de rebondir et de donner. Merci Jean-Marie, on a appris et précisé plein de choses. Moi, je pense qu'on va passer aux questions orales, s'il y en a, je pense qu'il va y en avoir. C'est Aline qui va gérer les questions-réponses avec son autorité naturelle. Donc,
pour les questions orales, vous m'entendez? Oui. Pour les questions orales, donc vous pouvez lever la main. Vous voyez en bas, vous avez réaction. Et vous avez une petite main qui se lève, levez la main. Donc, quand vous avez une question à poser, vous allez cliquer sur lever la main. Voilà, Maria a une question, donc on va peut-être voir si vous avez d'autres questions. Non, c'est bon. Alors, Maria, on t'écoute. Oui, donc je voudrais remercier vraiment pour cette présentation parce que c'est vraiment très intéressant. C'est vrai que les choses, on ne les sait pas. Et donc, moi, j'ai un premier commentaire à dire. Il faudrait trouver des personnes comme vous et d'autres. Et je pense que ces réflexions pour proposer quelque chose de mieux pour le 2022, il faut qu'ils finissent immédiatement dans notre programme de Nouvelles Donnes. Parce que les gens comme vous qui sont sur le terrain, ils savent bien et plus on en a, plus on aura quelques lignes, vraiment, quelques réformes vraiment importantes qui, si vous pensez qu'ils existent, est-ce qu'ils existent? Est-ce que vous avez des idées qu'on pourrait proposer pour modifier tous ces cas? Voilà. Et moi, je les ferai finir vraiment dans notre programme pour 2002. Parce que le département, c'est bientôt, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire d'ici à juin. Mais pour le 2022, vu que c'est les députés qui doivent changer tous ces saloperies qu'ils ont mis, toujours dans les mêmes paradigmes. Et moi, je trouve, même avec un limite, parce qu'à force de faire ça, bon, moi, je trouve qu'on va finir dans un voie d'un sens issue. Donc après, voilà, merci. Merci, Maria. Jean-Marie Darmian. Je réponds ou pas? Oui, oui, on va prendre au fur et à mesure. Par rapport à ça, quelles sont la nouvelle donne? J'aime bien ce terme de la nouvelle donne. La nouvelle donne, on aurait pu la construire il y a 1 an. Sauf que maintenant, le gouvernement va s'appuyer sur la crise, s'appuie toujours, sans que les citoyens s'en aperçoivent, sur la crise sanitaire pour changer un certain nombre d'éléments dont il prépare, à mon avis, un premier paquet cadeau entre, j'allais dire début août, fin octobre. Dans ce premier cadeau, j'ai parlé de la 4D ou la 5D. Moi, je pense que ça restera peut-être à 5D, à 4D. Mais si ça reste à 4D, c'est un moyen pour lui de supprimer par étranglement financier le rôle des collectivités locales. Les maires ne se sont pas réveillés. Ils ont cru à l'idée que... Alors je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple concret pour bien qu'il faut rebâtir la fiscalité locale. Alors d'abord, tout se joue sur les mots médiatiques. La taxe d'habitation n'a jamais été supprimée. Elle ne peut pas être supprimée dans la loi française. Elle a été exonérée. C'est-à-dire, l'État dit, je décide de ne pas faire payer les citoyens alors que c'est vous qui pouviez le décider, et je vous compense ce que vous perdez. Mais comme je n'ai pas les moyens de le compenser, je le prends au département, je le donne aux communes, je ne vais pas rentrer dans... C'est une formation à part, mais c'est un système tellement compliqué que les maires reçoivent une somme maintenant, et quand ils demandent au service des finances publiques comment ça a été calculé, personne n'est capable de dire comment a été calculée la compensation. C'est à partir d'un coefficient appliqué à une commune qui peut être 0,81 et l'autre qui est à 1,21 va donner ses 21% à la... Enfin, bon, c'est un micmac épouvantable. Sauf que toute compensation dans la Constitution dit que lorsque l'on enlève une ressource à une collectivité, on doit lui compenser dans l'année N, sur les chiffres de l'année N. C'est-à-dire, pour être clair, si dans ma commune, j'ai 100 € de ressources de taxe d'habitation, cette année, j'ai 100 € de compensation. Mais si ma taxe d'habitation progresse, l'année prochaine, j'aurai 100 €. Et même, rien ne dit que la loi des finances de 2023 dira plus que je vous donne 90. C'est ce que Sarkozy a fait avec la suppression de la taxe professionnelle, où il avait créé un fonds départemental de taxe de compensation FDCTP, de compensation de la taxe professionnelle, qui, lorsqu'il a compensé, était à 100 et qui maintenant est à 30. Puisque la Constitution ne dit pas qu'en année N plus 1, on doit réviser la compensation. Elle est fixée que l'année où les choses. Donc, si vous voulez, c'est un piège terrible qui va se reformer sur les collectivités, puisqu'ils vont passer sous la tutelle
de la loi des finances votée par les parlementaires. Les parlementaires diront la compensation de la taxe d'habitation, cette année, ça sera, ou au département, la fraction de TVA qui est accordée, c'est 4 milliards, 6 millions, point final. Et puis débrouillez-vous, on répartit ça, il n'y a plus d'argent après, sauf que si vos dépenses augmentent, vous n'avez plus de levier fiscal pour les ajuster et vous ne percevez pas de taxes. Donc, à mon avis, c'est fini. Les collectivités sont en train d'être placées sous la tutelle de Bercy, à la demande de Bruxelles d'ailleurs, en grande partie, de telle manière qu'en France, il n'y ait plus de liberté réelle de gestion des collectivités territoriales. Or, ça, c'était un des fondements, vraiment un des fondements de la Révolution française et un des fondements de la République. On en arrive à ce que, dans le système actuel, ça soit un régime censitaire. Pourquoi ne pas dire dans quelque temps, comme il n'y a que les propriétaires, ça a été le cas sous Napoléon III, comme il n'y a que les propriétaires qui payent un impôt, il n'y a que le droit de vote. C'est le système censitaire. Et dans les faits, il n'y a là, depuis le 1er janvier, il n'y a que les propriétaires qui payent un impôt pour la vie collective. Voilà. Et ça, une première réforme, c'est rebaser la fiscalité locale et rebaser vite un système de fiscalité locale avec des mots très simples, un impôt communal, un impôt départemental, un impôt régional, point final, calculé à la fois sur un critère de patrimoine et sur un critère de revenu, point final. Ça demande rien du tout et c'était réparti en 3. Sauf que, historiquement, vous avez des gens qui paient très peu d'impôts locaux. À Neuilly, par exemple, contrairement à ce qu'on dit, le taux est très bas, mais les bases sont très fortes. Donc, si vous arrangez à exonérer vos bases, vous payez très peu d'impôts. En Gironde, à Capsieux, vous payez très peu d'impôts locaux parce que les bases sont très faibles, etc. Vous en payez davantage à Arcachon, mais ça, c'était la logique du patrimoine. Voilà. Et tout ça, ça a été escamoté de telle manière que demain, les communes n'aient plus de liberté de gestion. Merci Jean-Marie. Alors, il y a beaucoup de questions maintenant. Donc, on va prendre la question de Pascal et ensuite celle de François. Vous voulez qu'on prenne 2 questions à la suite? Moi, je préférerais, oui, parce que… Oui. Alors, Pascal et François et ensuite Antoine et Philippe. Et après, ce sera Jean-Michel. On va prendre 2 par 2. Donc, d'abord Pascal et ensuite François. Alors, Pascal, il faut remettre le micro. Oui, il n'a pas son micro allumé. Alors, Pascal ne nous entend pas. Donc, François, tu veux intervenir, s'il te plaît? Oui, alors moi-même, j'ai regroupé des questions, je m'en excuse. Non, mais n'excusez pas. Bon. C'est amical, hein, on n'est pas là pour… Il n'y a oui, pas d'interro écrit. Il y en a peut-être des un peu surprenantes. Alors, je voudrais dire par comparaison que nous, dans le 78, je pense que… Alors, je ne sais pas si tu as le même nombre d'habitants, on est environ 2 millions d'habitants. Nous, 1,7 million. Combien? 1,7 million. Ok, d'accord. Et on a un budget départemental, alors Georges Hervé me corrigera peut-être, ou Gilles, qui est du même ordre de grandeur que le vôtre. Enfin, pour moi, c'est 1,7 milliard d'euros, mais je peux me tromper. Donc, je me demandais, première question, comment est, entre les différents départements, finalement, est-ce qu'on a tous le même ratio de budget par rapport au nombre d'habitants ou est-ce qu'on a des spécificités de territoire? D'accord. La deuxième concerne, alors c'est une particularité locale, mais je pose la question, est-ce qu'il est possible de décider pour un conseil départemental de fusionner avec un département voisin? Que dit le droit et que dit l'État sur ce sujet? La troisième chose, c'est que je ne suis pas aussi positif que toi sur le rôle du département. Enfin, je veux dire par là que dans notre cas, nous, Yveline, se pose un vrai problème de représentativité démocratique. Puisque pour moi, les départements, c'est le pire échelon, en fait, avec les législatives, où il n'y a pas de proportionnel. Et notre système de scrutin uninominal à 2 tours a fait que chez nous, on a 100% des cantons dans le même camp politique. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème. Donc, je croirais au département. Donc, moi, je ne suis pas contre la suppression de l'échelon, je le dis sincèrement. Mais bon, je croirais au département que s'il devient vraiment proportionnel. Qu'il représente toute la population. Ça, c'est une réflexion personnelle, je la partage avec toi. Voilà. Ensuite, on a dans notre département ce qu'on appelle des établissements scolaires mixtes entre lycée et collège. Ils appellent ça, j'ai oublié le nom.
Les cités scolaires, non? Cités scolaires, bravo. Du coup, notre département, donc très à droite, a décidé de prendre à sa charge les dépenses de rénovation de nos deux lycées cités scolaires qui sont dans les plus prestigieux, lycée Hoche et le lycée international de Saint-Germain. Donc, est-ce qu'ils avaient la possibilité de prendre en charge cette dépense ou est-ce qu'ils ont signé un accord avec la région? Et enfin, il y a la question de calcul du foncier pour chaque habitant. Moi, un jour, je me suis fendu d'une lettre au service des impôts pour comprendre comment mon foncier avait augmenté, c'est-à-dire l'assiette, le calcul de l'assiette. Et on m'avait simplement répondu un courrier très sec en nous disant bah, renvoyez-nous les plans maîtrés de votre bâti. Alors, j'ai trouvé que l'État montrait très peu de transparence sur le calcul du foncier. Je voudrais savoir si le contribuable a accès à toutes les règles de calcul du foncier bâti dans son département. Voilà. Après, je ne t'embête plus. Je voulais juste savoir quel était le nombre d'emplois chez vous dans l'hôtel du Donc, Jean-Marie, ça fait 5 questions. Voilà. Bon, mais... Alors, je ne vais pas les regrouper, là, si tu permets. Voilà, on va faire court. Oui, mais tu les as notés, on peut les garder pour le débat si tu les as notés. Oui, alors sur le dernier point, le nombre de salariés du département de la Gironde, c'est 6 400. Okay. D'accord. Sur le foncier par habitant, tout le monde ne sait pas qu'il y a une commission des impôts locaux dans chaque ville ou dans chaque commune qui regroupe à la fois des élus et des citoyens désignés par l'équipe municipale en place. Cette commission est chargée d'examiner non pas le taux qui est voté par l'Assemblée délibérante, mais les bases. Tu parles de l'assiette, moi je parle des bases. Les bases ont été fixées en 1974, sauf pour les gens qui ont construit depuis 1974, puisque les bases sont fixées sur la base de leur permis de construire. Donc, si tu contestes ta base, il ne faut pas écrire, il faut demander qu'on t'envoie un imprimé qui s'appelle le H1. Le quoi? Le H1, c'est un imprimé fiscal qui s'appelle le H1. C'est un imprimé déclaratif sur lequel tu vas non pas marquer les surfaces, mais tu vas marquer la composition de ton logement et qui peut te valoir ou un redressement à la hausse ou un redressement à la baisse. Le service fiscal examine ta situation. Par exemple, je prends un exemple. Tu as une maison neuve. Elle est évaluée en base à 2 000 €. D'accord? Elle a été évaluée par les services fiscaux. Demain, on construit un supermarché à côté de chez toi qui génère des nuisances de transport, etc. Tu peux toujours demander la revalorisation de ta base parce que c'est classé par catégorie. Je veux pas... C'est presque une information à part. Et tu serais 6A ou 6B. Et donc, on peut dire, non, 6 c'est trop bas, on le monte en 5 ou on le descend en pardon, je dis une bêtise. 6, on le descend en 5 ou on le monte en 7 hors classe. Donc, si tu veux, cette commission locale, c'est la plus importante désormais dans la vie communale. Mais les désignations sont déjà faites. Et c'est les élus qui désignent les propres membres qui réfléchissent là-dessus et qui doivent chaque année se réunir au moins 3-4 fois par an pour réexaminer les bases des gens qui contestent leurs bases. Ce n'est pas les services de l'État qui les fixent, c'est cette commission. Mais en général, dans 90% des cas, sauf à Créon, parce que j'ai mené une guerre d'enfer, ils ne respectent pas les décisions de la commission et c'est des chambres d'enregistrement qui ne débattent pas réellement des solutions. Voilà. L'autre question sur la représentation démocratique, je te rappelle que c'est un gouvernement de gauche qui a fait cette modification. Je te rappelle que c'est François Hollande. Ils ont fait une belle connerie. Non, mais voilà. Ils ont fait une belle connerie. Voilà. Alors, moi, si tu veux mon avis personnel, je crois que la représentation à la proportionnelle serait actuellement la plus intelligente. Mais attention, dans un département comme la Gironde, où 55% de la population est dans la métropole, le risque évident que tu as, c'est que le milieu rural disparaisse de la représentation proportionnelle. Parce qu'on sait bien comment se passe la représentation proportionnelle, que c'est une désignation faite par des partis politiques et tu pourrais forcément te retrouver au département de la Gironde où sur 66 conseillers départementaux, moi, si je voyais une représentation proportionnelle de la gauche actuellement,
il y aurait grosso modo 55 élus de la métropole, quoi, hein, parce que c'est eux qui ont le pouvoir. Donc la représentation qui avait été proposée par Hollande était quand même par le maintien d'un équilibre rural-urbain. Alors, dans ton département, ce n'est pas évident, mais en Gironde, c'est très important. Parce que je crains que dans le prochain mandat, je dis ça à Dominique d'ailleurs, et aux gars qui sont en Gironde, je crains que dans un prochain mandat, le président soit du rural, je l'espère, je le souhaite de tout cœur, mais que la majorité du conseil départemental soit métropolitaine. Et là, à mon avis, la solidarité territoriale va en prendre un sacré coup. Je prends un exemple. On a fait un plan piscine pour essayer de développer la natation. Belle idée, généreuse de la part du département. 4 millions d'euros viennent d'être affectés à la dernière CP sur les piscines de la métropole, parce qu'aucune zone rurale n'a les moyens financiers d'en construire une. Donc ça, c'est un vrai problème. La solidarité territoriale, s'il n'y a plus le département, elle va creuser des fossés profonds entre les zones qui ont les moyens d'investir et ceux qui n'ont plus les moyens d'investir. Et enfin, ta question, pour aller très vite sur la fusion, oui, elle est souhaitée et voulue par le pouvoir, hein, la dernière vient d'avoir lieu en Alsace. Je ne sais pas s'il y a des gens de ces départements, mais si vous avez des gens en Alsace, ça y est, les deux départements viennent de fusionner. Et je te rappelle qu'il y a toujours le Grand Paris qui doit exister, dans lequel les départements disparaissent ou doivent disparaître dans une entité commune qui serait une entité intercollectivité gérée par, alors là, une puissance très forte et qui serait un président beaucoup plus puissant que la région actuelle, puisqu'il aurait toutes les ressources du Grand Paris et ça deviendrait, à mon avis, un État dans l'État. Mais ça, c'est notre problème. Et la première, le niveau, je ne me rappelle plus ce que tu m'as dit, j'ai mal écrit. Mais bon, si je retrouve, je ne me rappelle plus ce que tu avais demandé. La première, pourquoi je pense que tu as tout traité. Ah bon, voilà. Oui. Alors, il reste pas mal de questions. Donc, Pascal n'a pas pu enlever son micro. Donc, il demande dans la conversation, existe-t-il des solidarités interdépartementales, notamment pour l'aide sociale à l'enfance? Et Cyril a également une question. Non, il n'y a pas de solidarité intercommunale pour l'aide à l'enfance. D'ailleurs, pour être clair, sur les MNA… Et ma question, bonsoir à tous. Est-ce qu'il existe des latitudes pour une politique environnementale, pour les risques environnementaux et anticiper les dérèglements climatiques? Est-ce que le département a les possibilités d'agir dans ce domaine? Oui. Alors, d'abord, premier moyen d'agir, il faut qu'ils mettent des conditionnalités des subventions. C'est très important. Désormais, il dit « je vous accorde la subvention que si vous remplissez telle et telle condition ». Jusqu'à présent, il faut être clair, il y avait un effet guichet. Le maire, il disait « je construis une salle de sport. J'ai besoin d'une subvention ». Le département accordait la subvention. Maintenant, le département chez nous dit « non, il n'y a pas de subvention s'il n'y a pas des conditions environnementales, s'il n'y a pas un travail sur l'énergie, etc. » Donc, d'abord, c'est très important parce que c'est un levier qui peut modifier la manière dont ça se passe. Le deuxième aspect, c'est qu'en Gironde, je ne vous l'ai pas dit, mais les choix qui ont été effectués, c'est par exemple les pistes cyclables. On est le premier département de France. Je dis bien le département, je ne parle pas de la métropole. Le premier département de France en pistes cyclables, moi j'en ai créé une, la station vélo de Créon, depuis 1999, qui avait 20 ans d'avance sur tout le monde et qui fonctionne. Il y a eu des dizaines de visites là-dessus. Donc le département a un vrai rôle en matière de… Il a aussi l'habitat. Je ne vous ai pas parlé de l'habitat. Il peut très bien agir sur l'habitat. Il a plein de leviers qu'il peut appliquer à condition avec le levier de la conditionnalité de ses aides ou la conditionnalité de son fonctionnement. Et après, évidemment, il a sa propre responsabilité, c'est-à-dire s'il fait un collège, à lui de le mettre en conformité. Mais ça, mais je crois beaucoup au rôle de levier du département par ses choix qu'il effectue sur ses politiques, ce qu'il donne. Il ne donne plus sans condition. S'il donne sans condition, alors c'est le cas de beaucoup de départements de droite, où on donne en disant ne vous emmerdez pas, construisez comme vous voulez, on donne quand même. Nous, on a mis de plus en plus de conditions, mais c'est encore un facteur d'inégalité, je le dis en toute sincérité,
parce qu'il y a la commune qui a les moyens de bâtir un projet conforme à ce que veut le département en ingénierie, et il y a celle qui, voilà, qui n'a pas forcément les moyens techniques, humains. Donc, on a créé, nous, une structure très importante qui s'appelle Gironde Ressources, qui est une structure d'ingénierie de tous les employés du département qui sont mis à la disposition des communes pour bâtir des projets en conformité avec les politiques départementales. Ça s'appelle Gironde Ressources. Ça a été très compliqué de le mettre en place. Toutes les communes sont adhérentes et donc on les aide à mettre en place leur politique environnementale. Ah, je ne sais plus. Il y a 3 personnes là, c'est le chef qui décide. Antoine? Oui, bonsoir. Retour sur le MNA que tu as évoqué tout à l'heure. Oui. En effet, c'est susceptible d'être un enjeu très important, compte tenu d'une part de son halo politique, je dirais, que l'on connaît, et d'autre part du poids budgétaire croissant, puisqu'on en est actuellement, j'ai essayé de trouver le chiffre exact, mais avec 20%, je ne vous vends pas, on en est actuellement à un taux de 20% des placements à l'aide sociale à l'enfance concernent des mineurs non accompagnés. Oui. Bien. Je voudrais un tout petit peu me permettre de modérer ce que tu disais quand tu disais que l'évaluation finalement est gérée par les départements, mais qu'elle relève de l'État. Si les départements font le job, je dirais courageusement, hein, ne font pas appel à la préfecture pour la vérification des documents, ne demandent pas au procureur de la République de procéder à l'examen d'un âge osseux qui ne peut se faire d'ailleurs qu'avec l'accord de l'intéressé. C'est vraiment de la responsabilité entière du département, l'évaluation. Je modérerai ma modération, et c'est ma première question. Il y a un décret, assez satanique d'ailleurs, qui est passé premier semestre de l'année dernière, qui dit que justement, si en cours de l'évaluation, les départements n'amènent pas les mineurs non accompagnés dans les préfectures afin de fichage, à ce moment-là, ils seront sanctionnés par une diminution de 50% de l'aide de l'État à la dite procédure d'évaluation. Alors, ma première question, c'est que ça a été attaqué par au moins 3 départements. Je crois que d'autres l'ont rejoint. Est-ce que tu as des informations sur l'état de cette procédure? Alors, attends, je réponds. Vas-y, pose la deuxième. Ma deuxième question, elle est beaucoup plus brève. L'Association des départements de France, dans un rapport multiparti, est plutôt favorable à refiler le bébé à l'État, par dépit, par philosophie, je ne sais pas très bien. Il y a même 4 pages de chiffrage de ce que ça coûterait, tu dois les connaître. Est-ce que tu sais où en est un petit peu cet état d'esprit des départements sur l'idée que, allez, on enverrait tout ça à l'État? Voilà les 2 questions. Alors, sur la première, concernant le problème de la reconnaissance de minorité, j'ai dit que la loi indique que c'est à l'État de l'effectuer. Il est bien évident qu'en Gironde, elle est effectuée par le département. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on vient de le prendre au niveau du CEDEF, du Centre départemental de l'enfance et de la famille. Mais il y a des cas très compliqués et ce n'est pas si évident que ça. Le département, quelquefois, se retrouve dans des situations compliquées. Nous ne faisons pas appel des décisions en Gironde et nous prenons en charge l'hébergement des gens qui sont… Mais effectivement, il ne faut pas oublier que la majorité des départements de l'ADF, il y a à peu près qu'une vingtaine de départements à gauche actuellement en France. Quand l'ADF prend des positions, elle prend des positions qui sont, certes, tu dis multiparties, non, elles sont des départements de la majorité de l'ADF. Alors après, l'ADF dit il n'y a pas eu d'opposition, etc., mais c'est compliqué. Sur les MNA, le problème, c'est que on n'a pas de problème avec les MNA. On n'a pas de problème avec les MNA. Les MNA, c'est des gens qui s'intègrent assez facilement. C'est des gens qu'on arrive à mettre dans des situations de progrès social, d'intégration, de volonté. Le problème en France, c'est les mineurs isolés. Et ça, c'est la confusion qui existe quand tu parles de l'exploitation qui va être faite, c'est le mineur isolé. On a une filière en Gironde qui est une filière algéro-marocaine.
de gens qui préfèrent rester hors du statut MNA parce qu'ils sont exploités par des filières. C'est-à-dire, c'est ceux que l'on voit souvent voler, voilà. Et ça, ceux-là, les mineurs isolés ne dépendent pas du département. Légalement, ils dépendent de la... il appartient... Alors, nous, on va les chercher, mais ils ne restent pas. Ils restent pas. On les prend un jour et le lendemain, ils s'enfuient. Parce que ce qui me frappe en France et qui n'est pas dénoncé, c'est l'exploitation de ces gamins-là. Il y a une exploitation. Il y a un système économique autour des mineurs, quels qu'ils soient, accompagnés ou MNA. Il y en a qui, moi je m'en occupe d'un certain nombre sur Libourne avec la LEFPA, il y a des gamins qui ont été exploités, c'est-à-dire c'est la traite humaine quoi, sur ces gamins. Dans le département, alors sur la perception que j'ai des relations avec l'État, c'est que l'État n'est pas prêt, contrairement à ce que demande l'ADF, à reprendre le problème des MNA. Il préfère que ce soit les départements qui le traitent. Voilà, parce que c'est sensible. Politiquement, ça permet des exécutoires politiques du FN. Là encore, lundi, en plénière, on en a un élu FN, un seul, mais ça suffit à polluer. Voilà, lui, il sait combien coûte un MNA. Je ne vote pas le budget parce qu'il n'y a qu'à supprimer l'argent pour ces gens-là. Vous n'avez qu'à les mettre dans un avion et les renvoyer auprès de leurs parents. Il nous a cité la Convention des Nations Unies sur voilà, la Convention de l'enfance, etc. Bon, tout ça, c'est typique. Ce que je trouve dégueulasse, c'est qu'on exploite les mineurs. Voilà, c'est tout. On les exploite politiquement, on les exploite économiquement, on les exploite à tout point de vue. Mais honnêtement, la tendance nationale de l'ADF, elle se droitise de plus en plus quand même. Voilà, on va. Alors nous, on fait l'accompagnement jusqu'à 20 ans, c'est-à-dire après 18 ans, il est toujours accompagné par le département sur ses fonds propres, c'est-à-dire parce qu'à 18 ans, ça ne s'arrête pas. On continue à les accompagner jusqu'à ce qu'ils aient 20 ans. Donc, ce n'est pas évident. C'est pas évident quand tu es aux finances de dire. Alors, nous, on a refusé on est un des départements qui n'a pas signé la convention avec l'État sur le fichage des MNA. Le président s'y oppose. Et on a été sanctionné par le pacte de Cahors, puisque le préfet a considéré que, comme on ne respectait pas les principes républicains, il nous a infligé une pénalité supplémentaire sur le pacte de Cahors, puisqu'il nous a ramené à un 20 alors qu'on avait droit à un 35. Enfin, on ne va pas épiloguer, mais c'est le préfet de la Gironde étant le célèbre, l'allemand préfet de police de Paris. Voilà. Merci. Mais les MNA, c'est un sujet sensible qui va apparaître dans les élections. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Merci. On va prendre la question de Jean-Michel et celle de Philippe. Donc, Jean-Michel. Donc, moi, j'ai apprécié ton éclairage pédagogique 2021. Pour ma compréhension, j'ai trois petites. Tu as fait l'impasse sur les secours et incendies. Est-ce que c'est epsilon dans un budget? Ah non, c'est catastrophique. C'est le gros sujet de demain, ça. Oui, dans ma question, c'est est-ce que c'est un budget de plus ou moins 10% Ah oui, là, en Gironde, je te donne le chiffre, c'est 93 millions de contributions du département. D'accord, bon, ok. À rapprocher de la PCH qui est à 110 millions. D'accord. Et donc, sur tous les départements, c'est à peu près… Tout le monde est en train de flamber. D'accord. C'est-à-dire les dépenses services à incendie vont poser un problème dans les 2 prochaines années. Après, c'est simplement, moi, sur quid des taxes d'habitation qui sont maintenues chez les plus riches. Mais là, elles sont toujours en fonction. Elles seront. Il y a toujours une part départementale? Non. On n'a plus aucune part sur aucune taxe. Et elle n'est pas compensée? Non. D'accord. Elle a été perdue. Et maintenant, moi, je reviens aussi pour bien comprendre, enfin, j'ai bien compris, sur l'aspect solidarité humaine. Donc, j'ai bien compris que le poste RSA s'accompagnait d'un devoir d'insertion, oui, mais que ce n'était pas le cas pour l'ASE et ni pour les personnes âgées. Enfin, l'ASE, parce que tu parlais que, par exemple, des familles qui n'ont pas d'établissement… Oui, mais ça dépend de l'État, ça. Les établissements, ce n'est pas le département qui peut les créer. Un IME, ce n'est pas le département. Un IMP, ce n'est pas le département. Tout ça, c'est des structures de l'État. Oui, mais si je reprends, par exemple, un département, par exemple, avec l'insertion RSA, où il y a les missions locales, où il y a les pôles emploi qui peuvent… Non, ce n'est pas Pôle emploi. L'insertion, c'est des associations, dites des associations d'insertion. Tu sais, on leur donne 30 personnes du RSA
qui vont amener vers un emploi dans un domaine particulier, qui peut être l'aide à domicile, qui peut être, etc. C'est une structuration de l'insertion qui est une structuration dans laquelle le département paye un certain nombre de structures pour s'occuper de l'insertion. D'accord. Donc, quelque part, c'est une délégation C'est départementale. une délégation, si tu veux. D'accord. Oui. OK. Et alors, pour ce qui est des deux autres postes, donc les personnes et en particulier les personnes mineurs handicapées, c'est pareil. C'est pareil. Ah, les mineurs handicapés, c'est de la responsabilité de l'État, ça. C'est des établissements que tu ne peux pas créer avec le département. Tu peux les financer quand ils sont créés, mais tu ne peux pas créer l'établissement. C'est l'ARS qui crée. D'accord. Et donc, moi, je pense, parce que tu as parlé à un moment de l'aide au logement. Ah oui, l'aide au logement, ça c'est à part, c'est le FSL. Tu as dans toute une obligation de faire un fonds social d'aide au logement. Quelqu'un qui ne peut plus payer son logement, il a recours au FSL. Le FSL va lui apporter une aide ponctuelle ou durable ou va lui permettre de régler ses dettes de logement. Mais ça, c'est que dans le cas où la personne est en situation ou de surendettement ou de situation financière. Mais c'est bien le volet action sociale. Oui, c'est le volet action sociale. Donc, d'accord, c'est complété. Merci. Alors, c'est financé quelquefois par l'EDF, c'est financé par Orange. D'ailleurs, entre parenthèses, politiquement, absurdité, parce que quand tu changes t'es pauvre, tu ne peux plus payer l'électricité, tu te laisses avoir par les offres privées, tu bascules dans le privé, et après, tu ne peux plus avoir accès au FSL parce que le FSL n'est financé que par EDF. Et tu es doublement pénalisé. Tu as cru que tu allais faire une affaire et tu ne peux plus être aidé. Et donc, on a beaucoup de gens qui, en changeant d'opérateur, se sont tués eux-mêmes sur le plan financier. Bon, si tu peux dire un mot sur le SDIS, là, les problèmes, parce que là, tu m'apprends ça que c'est… Alors, le SDIS, c'est catastrophique, la situation. Ah oui. Les SDIS sont catastrophiques. Pourquoi ? Parce que le SDIS, alors ça fait 22 ans que je siège au SDIS. Le SDIS, si tu veux, ce qui le tue, c'est ce qu'on appelle le secours à personne. D'accord ? Le secours à personne se distingue de deux manières, pour faire schématiquement et rapide. Si tu as un accident de la route, tu es sur le domaine public. D'accord ? Si tu es sur le domaine public, le SDIS intervient. Tu appelles le 18, les pompiers interviennent. Si j'ai une crise cardiaque chez moi, là, au moment où je te parle, je suis à l'intérieur de ma maison, le SDIS n'intervient pas. C'est le 15 qui intervient. D'accord ? D'où le débat actuel que tu as nationalement pour que l'on fasse le 112, qui serait un appel commun. Sauf que les services de santé ne veulent pas. Si le 15 ne peut pas intervenir, c'est-à-dire s'il n'a pas d'ambulance privée, s'il n'a pas de médecin qui peut intervenir, il fait appel aux pompiers. Ce qui fait qu'en Gironde, on est passé alors quand je suis arrivé, de 60 000 interventions par an à 130 000 interventions par an. Sauf que si on intervient chez moi avec une ambulance, c'est la sécurité sociale qui paye. D'accord ? Si les pompiers viennent, c'est les impôts locaux qui payent. Donc le SDIS, le 15, envoie dans 80% des cas les pompiers pour pas. Et à la fin de l'année, il y a ce qu'on appelle les carences hospitalières qui doivent payer aux SDIS les sorties. Sauf qu'ils ne les paient jamais parce qu'ils n'ont pas l'argent pour les payer. Voilà. Et donc, si tu veux, le contribuable voit ça. Enfin, il ne le voit pas directement. La participation des collectivités monte sans arrêt. Mais actuellement, dans le financement des SDIS, pour être clair, l'État, c'est zéro. C'est-à-dire c'est entièrement à la charge des collectivités et il en profite pour se décharger sur les SDIS de toutes les interventions. Donc, je dis en plaisantant, si ta belle-mère a une crise cardiaque, tu la mets sur le trottoir, les pompiers interviennent gratuitement. Si tu la gardes chez toi, les pompiers ne pourront pas venir. On est dans un système totalement absurde qui fait qu'actuellement, j'ai vu un reportage sur les pompiers de Paris l'autre jour à Quotidien, où il disait il y a une sortie à Paris toutes les 30 secondes. En Gironde, il y a une sortie toutes les minutes actuellement. Et ça va exploser. Mais le financement, la péréquation est effectuée par le département. Elle n'est pas effectuée par les autres collectivités. Oui, mais le secours reste de la solidarité humaine. Ah oui, mais ça fait partie de la solidarité. C'est ça la compétence. Oui. Parce que historiquement, de mémoire, moi, les cantons ont été créés
pour permettre Oui. d'avoir une pompe à eau le Oui. plus près possible de l'incendie de paille ou de bois. Oui. Et il y avait les bureaux cantonaux d'aide sociale, etc. Merci. Donc, on va prendre la question de Philippe et il y a également deux questions, une de Paul et une de François dans la conversation. Donc, Philippe, à toi. Moi, j'ai deux choses. Moi, j'ai d'abord un témoignage parce que je suis maire d'une ville de 20 000 habitants en Ille-et-Vilaine, un département encore à gauche et on y tient. Donc, c'était par rapport aux taxes d'habitation. Donc, je confirme ce que dit. Alors, je ne sais pas si c'est Jean-Marc, Jean-Marie, excuse-moi. Jean-Marie. Donc, je confirme bien, c'est effectivement, on est maintenant privé de la taxe d'habitation. Alors, privé, pas tout à fait, parce qu'effectivement, l'État nous a promis de compenser, mais compenser à un certain niveau, c'est-à-dire que tous les nouveaux habitants qu'on va être obligé d'accueillir, parce qu'on est dans la métropole de Rennes, et donc automatiquement, c'est une zone qui attire beaucoup d'entreprises, beaucoup de monde. Donc, du coup, on va continuer à accueillir du monde sans avoir les revenus fiscaux qui vont avec. Et oui. Donc, il nous reste comme levier fiscal guère que la taxe foncière. Et malheureusement, on a été obligé, là, en début de mandat, d'augmenter notre taxe foncière pour éviter de se retrouver au bout du mandat en une commune endettée, quoi. Voilà. Donc voilà, donc on est bien sur cette ligne-là. Alors là, il y a une question quand même par rapport à ça, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut faire pression sur le gouvernement pour changer les choses? Voilà, ça c'est déjà une première question. Et puis la deuxième question concerne, je les pose comme toutes les deux, comme ça tu pourras me répondre après. Ça concerne les jeunes. Justement, on parlait du RSA. Donc il y a effectivement un RSA jeune qui a été mis en place. Il y a beaucoup d'aides qui sont mises en place pour les jeunes, surtout en ce moment, parce qu'effectivement, on s'aperçoit qu'avec la crise Covid, il y en a beaucoup qui viennent. Alors, je suis aussi président de la mission locale de Rennes Métropole. Donc, du coup, il y en a énormément qui viennent frapper à la porte en disant non seulement j'ai plus de c'est pas seulement une question de loyer, ils viennent aussi frapper pour manger, pour bouffer, quoi. Ils ont plus rien. Donc, la deuxième question, c'était quid du revenu universel jeune? Est-ce que c'est un sujet qui vient au département? Est-ce que c'est un sujet qu'il faut apporter à l'Assemblée nationale? Voilà, donc c'est les deux questions que je voulais poser. Alors, la première question je suis ravi que tu dises ça sur la taxe d'habitation, mais j'attire votre attention, puisque vous êtes quand même des gens qui faites l'effort de dialoguer et d'échanger. J'attire votre attention sur un danger qui menace le maire dont il vient de parler. C'est le logement social. Actuellement, en Gironde, je ne sais pas comment c'est à Ille-et-Vilaine, mais je connais bien ton département, je suis venu assez souvent. Mais qu'est-ce qui se passe? Si un maire accepte je crois que c'est très important pour l'avenir. Le maire de la commune dont tu parles, donne-moi ton prénom, c'est comment ton prénom? Je n'ai pas entendu. Philippe. Ouais. Philippe, dans sa commune, il y a un organisme, un bailleur social qui vient lui proposer 50 logements sociaux. 50 logements sociaux, il va accueillir des enfants à l'école, il va accueillir des parents dans les lieux culturels, sauf que le logement social va avoir des habitants exonérés de taxes d'habitation. Et le bailleur social est exonéré de foncier pendant 10 ans. Donc, résultat des courses, ce maire-là va accepter une population supplémentaire parce que c'est sa conviction de les accueillir, d'accord? Et il va pénaliser sa commune parce qu'il va avoir des gens qui vont, entre guillemets, sans que ce soit péjoratif, coûter à sa commune. Donc, actuellement, en Gironde, il y a beaucoup de maires de droite qui ont été élus, enfin pas beaucoup, 4 ou 5, qui immédiatement ont annulé tous les programmes de logement social, alors qu'on est dans la pénurie complète. Et donc, on est dans l'absurdité totale, c'est-à-dire, il accueille, mettons, 50 maisons, ça va procurer un logement de qualité à des gens, mais il n'aura aucune ressource que lui apporteront ces gens dans le fonctionnement communal. Donc, c'est en train de monter, ce problème-là. Et le deuxième, quelle pression on peut faire? Ben, évidemment, si demain il y avait une majorité à l'Assemblée nationale qui soit d'une manière ou d'une autre moins inféodée à Bercy, parce que je suis désolé de vous dire, j'ai été secrétaire général de l'Association des maires de France avec André Léniel, j'ai travaillé au niveau des ministères. C'est Bercy qui dirige tout. Et ne vous faites pas d'illusions. Le maire est plus puissant que Castex, il faut être clair. Hein. Quand vous négociez avec Bercy, si Bercy vous dit non, le ministre, il rentre à la niche. Il n'a rien à dire, rien à faire. Donc, ce qu'il y a à faire,
c'est de mettre en évidence auprès des gens que le système des impôts qui a été critiqué à un tel point que le maire qui ose dire impôts locaux, c'est dramatique, quoi. S'il les augmente de 2%, ça va être dramatique. Mais par exemple, là, je vois beaucoup de maires qui sont dans ta même situation, ils anticipent. Parce que si les dotations baissent, comment tu vas faire à la fin du mandat pour tes comptes? Et nous, on n'a même plus de possibilités. On ne l'a même plus dans les départements. Tu ne l'as pas dans les départements. Le budget 2021, j'ai présenté le budget au mois de décembre sans avoir les dotations. Alors, je te prends l'exemple du foncier bâti. 232 millions de compensation. Si on avait gardé la dynamique des nouveaux habitants, nous aurions touché 242 millions d'euros en gardant le même taux. Donc déjà, cette année, on perd 10 millions d'euros. Et sur la taxe d'habitation en 2023, je suis sûr que vous n'aurez pas le chiffre que vous avez fait. Parce qu'il faudra bien qu'ils rattrapent l'argent. Donc, cette notion de restitution du rôle de l'impôt dans la société, c'est un vrai travail pédagogique, c'est un vrai travail de fond, en expliquant aux gens que passer par les mannes, passer par les robinets de l'État pour revenir aux communes, c'est la déresponsabilisation des élus, c'est la fin d'une certaine forme de démocratie et c'est surtout la fin de la gestion libre de la collectivité. Tu ne pourras pas dire aux gens, je viens te voir pour mon trottoir, tu me dis, attendez, j'essaie de modérer ma pression fiscale, on va le faire sur plusieurs années. Le mec te dira, j'en ai rien à foutre, je ne fais pas d'impôts, moi, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Bon, moi, je veux mon trottoir. Et tu diras, oui, mais monsieur, est-ce que vous payez des impôts? Non, je n'en paie pas. Il ne pourra pas te fournir une feuille d'impôt communale s'il est locataire. Donc, moi, je crains cette fracture citoyenne va être très difficile à gérer pour les élus. D'ailleurs, cette année, je ne sais pas si tu as vu ta feuille que tu as reçue, les deux taux sont cumulés, le département et ta commune. Et quand tu vas, là, au mois d'octobre, quand tes habitants vont recevoir 41% de foncier bâti, tu auras beau l'expliquer que tu ne l'as pas augmenté, ils diront oui, mais tu nous avais dit que c'était modéré à 18, tu es passé à 41. Donc, enfin, moi, je crains que ça soit plus grave que prévu. Mais ça, cette analyse-là, il y a beaucoup de parlementaires dits de gauche qui ne l'ont pas faite. Alors, Paul demande si le département a la capacité de favoriser l'implantation d'EHPAD à but non lucratif. Oui, il peut le faire par le biais de subventions. Il a le droit de subventionner et il a le droit de mettre comme clause, par exemple, ce qu'on appelle le droit à l'aide sociale, c'est-à-dire il peut conventionner avec des EHPAD à but lucratif, mais avec un problème, c'est que le département peut payer, mais que c'est l'ARS qui donne le nombre de lits. Voilà. Et qu'en Gironde, l'ARS a décidé qu'il n'y aurait plus de lits supplémentaires. Donc, on ne peut pas créer des EHPAD à but non lucratif. Et François, alors, qui a parlé au tout début, dit qu'il n'a pas compris comment les départements pouvaient agir sur les politiques locales habitat de chaque agglo. En fait, je ne sais pas si on a abordé la question. Ah oui. Alors, le problème, c'est que je t'ai dit que l'habitat n'est pas une compétence obligatoire. C'est ce que j'ai compris. Voilà. Donc, ça veut dire que dans chaque département, tu peux mettre des clauses. Alors, parce que quand tu es conseiller départemental, tu votes chaque année le règlement d'intervention. Donc, si tu dis, par exemple, dans l'habitat, on aidera, nous, on aide par les cautions d'emprunt et on aide par les subventions et en échange, on demande des logements accordés pour le département. C'est-à-dire, sur un programme de 100, on dit on vous subventionne, mais vous nous laissez 20 logements que les services sociaux du département peuvent attribuer. Et nous, la métropole est tellement puissante qu'elle refuse ces aides et qu'elle gère elle-même son parc locatif avec son propre organisme. Nous, on a Gironde Habitat et eux, ils ont Aquitanis. Donc, tu vois, l'habitat n'est pas une compétence qui peut être égalitaire sur le territoire, ça dépend. Chaque territoire peut s'en emparer. Et ça, c'est une grande inégalité. Mais on pourrait quand même avoir une politique habitat. Oui, tu pourrais avoir une politique habitat. C'est volontariste, par convention ou par Alors, en fait, tu n'as pas répondu à la question revenu universel jeune de Philippe. Ah oui, alors revenu universel jeune, je suis très heureux de vous dire que c'est la Gironde qui l'a proposé. Hein. C'est Jean-Luc Glaise, le président, qui s'est battu pour ça.
Donc, ce revenu a été… alors, la petite histoire, c'est qu'on en a mis une petite part en place lundi et qu'immédiatement, la droite est montée au créneau en disant « Non, non, mais vous nous bernez, vous voulez mettre un revenu jeune expérimental, on ne peut pas. » Alors, vous savez que ça a été jusqu'à un projet de loi déposé au Parlement, que tout le monde est d'accord, mais que le gouvernement a refusé l'examen du projet de loi en disant qu'il allait proposer une solution, mais qui est une solution qui n'a rien à voir avec le principe de revenu de base. Nous, on est prêts à l'expérimenter. J'ai calculé les implications financières. Elles sont inférieures à celles du RSA sur un certain nombre de cas et elles permettraient vraiment de répondre à la crise actuelle. C'est vraiment, pour moi, Hamon a eu raison trop tôt. Voilà. Rocard avait raison trop tôt dans sa vie, quelquefois. Hein, il a fait des erreurs parce qu'il disait des choses qui sont vérifiées. Le RMI, c'est quand même Rocard. Le RSA, c'est quand même Rocard. Quand il a dit quelle levée de bouclier il y a eu, mais personne ne l'a supprimé. Et le revenu de base, quand il sera créé, personne ne le supprimera. Donc, nous, on l'expérimente depuis lundi à partir d'une nouveauté qu'on a appelée 4J crise. On va donner 3 000 € de revenus garantis à des jeunes qui auront été recensés par les missions locales ou par les services sociaux. 3 000 € garantis sur un an. Et ces 3 000 €, c'est une somme qui est accordée et qui est variable selon les ressources qu'il aura chaque mois. C'est-à-dire, s'il travaille chez McDo, qu'il a 200 €, ben son aide baissera. On a fait un système exactement comme le revenu jeune, réservé à 500 jeunes étudiants, sans travail, peu importe, pour justement tester quel est le… Parce qu'on ne peut pas le… Enfin, on a voulu le tester sur 500 jeunes actuellement. Donc, c'est en place lundi. Les premières demandes arriveront au mois de mai. On espère verser le premier revenu au mois de juillet. Voilà. Mais on fait une expérimentation, puisque normalement, ce n'est pas légal. Enfin, ce n'est pas légal. Si, c'est une décision légale sur le plan du département, mais pour l'instant, ça ne peut pas s'appeler, on a appelé ça 4J crise. Voilà. On l'a justifié par la crise. Mais la droite, évidemment, est montée au créneau. Vous allez entretenir le non-travail. Ils ne vont plus rechercher le petit boulot. Enfin, vous pouvez le faire parce que vous l'avez appelé une expérimentation, quoi. Voilà. Voilà. Et parce qu'on avait déjà un CAPJ, tu vois. On avait déjà une petite aide qu'on donnait aux jeunes. Donc, on a argumenté en disant non, on ne crée pas quelque chose. On augmente ce que l'on faisait antérieurement. Alors, ils ont été obligés de le voter quand même. Mais ils ont dit, on le vote, mais attention, il a fait une grande déclaration dans la presse en disant, l'opposant, en disant, non, on n'a pas voté le revenu jeune. Enfin, en fait, ils ont dit, vous essayez de nous enfumer. Mais on va voir ce que ça donne, parce qu'on ne sait pas trop comment, voilà, on ne sait pas trop quand même comment les gens vont se l'approprier. Est-ce que les services sociaux vont présenter des… Est-ce qu'on n'a pas le droit de le faire directement? Il faut passer par une instruction sociale, quoi, entre guillemets. Merci. Donc, la Gironde est toujours en pointe là-dessus et 21 départements de gauche ont signé le revenu de base. On a une réflexion là-dessus à la métropole de Rennes aussi. Alors, je pense que la métropole de Bordeaux, qui est passée à gauche, maintenant, va entamer la réflexion sur ce 4J. Voilà, mais ça, c'est un autre problème. Merci beaucoup. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Il y a Cécile qui demande aussi s'il y a des livres ou des références, une bibliographie qui pourrait être cité scolaire, transmise. La question cité scolaire, oui, ça peut être qu'un accord entre la région et le département. Et ça dépend qui a construit les bâtiments à l'origine. Parce qu'il y a une différence entre le constructeur et l'affectataire. Il est possible que le département étant très riche ait construit la cité scolaire, auquel cas, ils peuvent garder la réflexion et la rénovation, même si c'est occupé par la région. Ça, c'est très technique, mais je pense qu'il peut y avoir qu'un accord entre les deux. Ils se sont arrangés pour faire payer l'un parce que l'autre ne peut pas payer, etc. Alors, c'est à la mode, les cités scolaires. C'est en train de venir en Gironde aussi. Merci Jean-Marie pour cette intervention extrêmement riche. Heureusement qu'on l'a enregistrée parce qu'on va pouvoir se replonger dans
dans tous les détails. Est-ce que tu nous autorises à la diffuser, à la mettre sur la chaîne? Oui, mais moi je suis. À la diffuser. J'ai écrit un texte avant-hier, je crois, je ne sais pas si Dominique l'a lu sur mon blog, parce que je fais un blog tous les jours qui s'appelle Roue Libre. Tous les jours, j'aborde un sujet politique, etc. C'est un blog gratuit. Je fais quotidien depuis 16 ans. J'écris mon blog depuis 16 ans. Et donc, je fais tous les jours. Et ce matin, j'ai abordé, parce que je savais que ce soir, on parlait département. Et hier, j'ai abordé l'idée que désormais, un militant doit transmettre. D'accord ? Être militant, ce n'est pas se contenter d'aller voter une fois par an pour désigner le candidat au présidentiel dans une primaire. Pour moi, c'est transmettre, c'est dialoguer, transmettre, échanger. C'est plus le cas maintenant. Les militants, c'est des supporters au mauvais sens des clubs de football. Ils choisissent une casaque et après, même si les mecs sont nuls et ne valent rien, ils continuent à expliquer que c'est le meilleur. Moi, je ne suis plus dans cette dialectique-là. Moi, je veux transmettre, dialoguer, échanger pour que vous soyez aptes à construire le monde d'après. Parce que si vous attendez que ce soit Macron qui le construise, voilà. Merci. Dominique, le mot de la fin? On va essayer. Déjà, moi, j'estime que c'est vraiment une réussite, déjà, parce qu'on était quand même assez nombreux. Je suis doublement content en tant que membre de Nouvelle Donne et en tant que membre de Gironde Citoyenne. C'était quand même vachement bien. Alors, il y a juste un truc, c'est que Jean-Marie m'a spolié ma conclusion, puisque je voulais parler de son bouquin sur le partage. Ah oui, voilà. Non, mais mon bouquin, alors d'abord, premièrement, je n'ai pas de droit d'auteur sur le bouquin, et que ça soit bien clair, je ne prends pas de droit d'auteur. Mais ce bouquin, je l'ai fait parce que j'estime qu'il faut bâtir les relations locales sur un autre système. Mais malheureusement, mon bouquin, il emmerde beaucoup de gens. Donc... J'ai mis les références dans le chat, donc s'il y en a qui veulent, voilà. ou ils me demanderont, je donnerai le lien. Alors, je précise bien que c'est un bouquin sur les communes. Mais alors, je fais beaucoup de formations à la démocratie implicative. Je ne parle pas de démocratie participative. Moi, je parle de démocratie implicative, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et donc, quand vous allez faire la démocratie implicative, je suis allé dans beaucoup de communes, Dominique le sait, je suis allé un peu partout, dans des petites comme dans des grandes, discuter avec les élus et avec la population. On sent bien qu'il y a une volonté de la population de changer ses rapports avec les élus. Sauf que malheureusement, je le dis, la crise sanitaire, il y a des maires, je les vois très malheureux parce que les relations avec les administrés, il y en a qui n'ont pas eu beaucoup. Ils sont pendus. Et vous, pour les départementales, si vous êtes candidat, imaginez déjà une autre forme de relation avec les élus parce que vous n'allez pas pouvoir faire campagne. Ça va être dramatique de ce côté-là. Ce que vous faites ce soir, chaque candidat doit le faire. Et rapidement, avec des relais d'opinion, avec des gens, mais rapidement. C'est mon avis. Mais bon, après, au département, c'est pas parce que je donne mon avis qu'on écoute. Mais je pense que c'est comme ça que ça doit se faire. Ce que vous avez fait ce soir-là, pensez assez dans les campagnes, préparez-vous, si vous êtes candidat, des fichiers de relais d'opinion, c'est-à-dire des présidents d'assaut, des maires, des élus locaux, etc. Et organisez ce type de réunion. C'est ce que, si vous pouvez le faire en présentiel, tant mieux, mais si vous prévoyez pas ça, la campagne va se jouer que sur les étiquettes. Enfin, moi, je suis pessimiste sur la campagne. Ouais. Convaincre va être difficile. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces conseils. Alors, bon courage à vous. Et puis, moi, je suis à votre disposition. Dominique peut vous dire, on fait des conférences une fois par mois. On a bien noté qu'il y avait bien d'autres thèmes sur lesquels on pouvait Jean Gattel, je vous conseille Jean Gattel sur l'économie sociale et solidaire. C'est très intéressant, oui. Très intéressant. Et c'est un mec qui est très bien et qui apporte beaucoup d'aide et qui fait des visios facilement. Bon courage et puis merci à vous de votre patience et de votre temps passé. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde.